Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Les autres, on les a déjà salués plusieurs fois, mais c'est bien de se saluer aussi, même plusieurs fois dans la journée. J'espère que vous allez bien, vous avez chaud, je vois, nous aussi, il fait très très chaud dans cette salle. C'est l'avant-dernier plateau de cette deuxième journée du... C'est ça, hein? Je me trompe pas? Oui, bah Oui, oui, c'est oui, bien oui, ça, déjà, c'est bien déjà, ça. déjà. Et De cette l'avant-dernière journée aussi. L'avant-dernier plateau et l'avant-dernière journée. C'est ça, ce sont les avant-dernières. Quelquefois, on fait des avant-premières, là, on fait On les fait les avant-dernières. avant-dernières. Voilà. Alors, pour commencer ce plateau, j'avais envie, enfin, et on en a parlé bien sûr avec Pascal, de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a 25 ans et qui a été non seulement un écrivain de grand talent, mais il a été aussi un membre de l'équipe fondatrice du festival Étonnant Voyageur. En fait, ils sont deux à être partis à peu près à 6 mois d'intervalle. Christian Roland qui a créé ce café littéraire avec moi, qu'on a animé pendant 10 ans. On avait travaillé plusieurs années avant à la télévision ensemble, avant de créer le festival Étonnant Voyageur avec Michel Lebris. Donc on a créé ce café littéraire en 90 avec l'idée d'un lieu ouvert où les gens pouvaient se lever, passer et s'arrêter s'ils sentaient que ça les intéressait. Et au début, on était installé dans la rotonde là-bas, et puis c'est devenu très vite trop petit, donc on s'est installé ici. Et malheureusement, Christian a disparu, est mort à l'âge de 44 ans. Brutalement, ça a été terrible. Et 6 mois après, c'est Jean-Claude Izzo, dont je voulais vous parler, qui nous a quittés. Lui, il a lutté contre une sale maladie pendant quelques mois. Et puis, il nous a quittés lui aussi, voilà, au mois de janvier de 2000. Et comme ça fait 25 ans, on s'est dit on va lui faire un petit clin d'œil, surtout qu'on va parler de romans policiers là. Et donc, on va vous passer un petit extrait de Jean-Claude. Alors, je suis un peu déçue quand même sur cet extrait, mais j'ai pas trouvé mieux. Je ne sais pas pourquoi la réalisation, c'est pas la bonne réalisation que nous avons maintenant. Je les flatte, ils sont de l'autre côté du. Non, ils sont très bien, c'est vrai. Mais on voit Christian, parce que finalement, ils sont tous les deux là, puisque c'est Christian qui interviewe Jean-Claude. Et malheureusement, Christian, on ne le voit que de profil ou presque de dos. On n'arrive pas à le voir de face. On se rattrapera une autre fois. Donc voici cet extrait que j'avais envie de vous passer. Et vous allez voir qu'il résonne avec un peu, ce sont les 80 ans de la série noire. Eh bien, à cette époque, c'était les 50 ans de la série noire. Alors on va commencer, Jean-Claude, peut-être quand même par parler du roman noir, puisqu'un peu c'est un peu le café noir. Là, on va parler à la fois des livres de chacun, mais à la fois aussi du roman noir. Tu peux peut-être nous parler de ta propre rencontre à toi avec cette littérature et dire pourquoi tu es très, très heureux que ton premier livre, ton premier roman, parce que tu avais déjà écrit ou des poèmes ou écrit aussi un scénario de film, tu as fait un scénario avec Montalban aussi, tu avais écrit Les Matins Chagrins, qui était un film de Jean-Pierre Galette. Jean-Pierre Galette, voilà, c'est ça. Ton premier roman paraît à la série noire. J'aimerais qu'il nous parle du roman noir et puis de ce qu'est la série noire pour toi. Déjà, je peux dire que je suis très heureux que ça sorte cette année parce que j'ai 50 ans et c'est les 50 ans de la série noire. Donc c'est un anniversaire à ne pas laisser passer. Mais sinon, la série noire, ça fait partie de... C'est là que j'ai appris à lire. Donc je ne dis pas que c'est le premier bouquin que j'ai lu était en série noire. Le premier bouquin, c'est L'étranger de Camus. Il aurait pu être publié en série noire parce que c'est un roman noir fabuleux. Et Camus venait de lire d'ailleurs des bouquins de série noire, enfin des auteurs américains. Oui, merci. Des auteurs américains. Et donc il a été très influencé par le roman noir américain. Et moi j'ai lu Camus. Et après, tout ce que j'ai lu fallait qu'il y ait la même force. Et donc j'ai éliminé tout d'un coup une partie de la littérature française. Et puis je suis tombé sur Chandler, Hamet et tous les grands de la série noire. Et je me suis dit, bon, là c'est vachement bien. Non seulement je retrouve les histoires que j'ai envie de lire, l'approche du monde qui me convient, les odeurs. Voilà. Et puis comme c'était à Marseille, la série noire était vraiment ma littérature. Et tu penses, puisque tu parles de Marseille, j'aurais dû le dire effectivement que tu es Marseillais et que Marseille est au cœur de ce roman. Il y a même maintenant des personnes qui
traversent Marseille, qui veulent découvrir Marseille à travers ce que tu racontes dans ce livre. Marseille est une ville dans laquelle un roman noir peut se passer d'une manière presque évidente, parce que bon, tu l'as déjà beaucoup dit pour les journalistes qui t'ont rencontré depuis quelques semaines. Malheureusement, la réalité est allée encore plus vite que la fiction de ton roman. Oui, sans dévoiler l'histoire, mais une des histoires du livre se passe dans les quartiers nord avec une scène violente. Et quand le livre est sorti, que je suis allé le présenter à Marseille, ce jour-là a été assassiné un jeune garçon de 17 ans qui s'appelle Ibrahim Ali par des colleurs d'affiches du Front National. Et je trouvais que la fiction allait beaucoup trop vite et qu'elle devenait une réalité qui me rattrapait. Et toutes les questions posées dans le livre se retrouvaient immédiatement là dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, c'était Jean-Claude. Alors, je vous invite à relire ces livres qui sont formidables. Ça a eu un succès fou à la série noire. Ça a été, je crois qu'il y a eu quelque chose autour des 80 ans de la série noire et il a été évoqué aussi, évidemment. Ça a vraiment fait les beaux jours de la série noire à cette époque. Donc, il y a la trilogie marseillaise. Bon, toi, tu l'as bien connue aussi, Pascal, puisque tu es de Marseille. Ben, c'est un peu à cause de lui que je vis à Marseille. Non, je ne suis pas de Marseille, mais je me suis installé à Marseille après avoir lu Total Chaos. Ouais. Donc, je fais ce que dit Roland, Christian. Et puis aussi parce que j'avais bu pas mal de coups avec Jean-Claude Izzo au Salon du Livre de Paris, et puis à la fête de l'asperge à Saint-Louis. J'ai un excellent souvenir de Jean-Claude Izzo. C'était tellement mortel comme endroit, la fête de l'asperge, qu'on a passé un bon moment ensemble. Alors, juste dire que quand il est rentré avec nous dans l'aventure Étonnant Voyageur, c'était lui qui s'occupait de toute la presse et de la communication. J'ai jamais connu un attaché de presse aussi aimé des journalistes. Il a eu des relations formidables. Et le monsieur que vous voyez, il y avait une jeune femme à côté de lui, c'est Alix de Saint-André, qui a écrit plusieurs livres aussi, son nom vient de me revenir, qui a écrit plusieurs livres aussi qui sont parus à la série noire. Et puis de l'autre côté, il y avait James Cromley quand même, hein, qui est venu plusieurs fois au Festival Étonnant Voyageur. Voilà, fini, on referme la page de souvenirs. Si vous avez envie de voir la totalité de cette interview, vous allez sur le site d'Étonnant Voyageur, vous allez dans les archives, vous voyez tous les rendez-vous, toutes les vidéos du Café littéraire depuis 1991. Voilà, donc je peux vous dire que quand on s'y plonge, ça fait drôle. Voilà, merci d'avoir passé cet extrait, Karen, qui est caché là-bas avec son équipe. Et on va enchaîner avec un tout jeune auteur de série noire, Makodou Atolodé, qui est arrivé en France après son baccalauréat. Il est tout jeune, il a acquis, paraît-il, à 33 ans, la nécessaire distance pour parler de son pays. C'est ce qu'on nous dit en tout cas, avec autant d'amour que de sévérité. Et il y a de quoi en avoir aussi, de l'amour et de la sévérité, je crois. Voilà, et son livre est vraiment formidable. Installé à Rennes depuis plusieurs années, il travaille comme développeur d'applications web, toujours. Vous puisez votre inspiration dans vos nombreuses lectures et puis votre lien personnel avec le Sénégal. Étincelle rebelle qui se déroule en grande partie dans la région de la Casamance. Et c'est votre premier roman qui nous emmène dans une enquête sous tension où l'on parle de corruption d'État, de narcotrafic. Voilà. Et on va y venir tout de suite en racontant que ça commence par une certaine satisfaction pour Latir Faye, qui est un policier. Oui, un inspecteur. Un inspecteur de la DEC, qui est la division des affaires criminelles. Oui, division des enquêtes criminelles. En fait, c'est juste la DIC qui existe vraiment. Division des investigations criminelles. J'ai changé investigation en enquête. Mais ouais. Voilà.
Et il va devoir faire un choix terrible parce qu'il est tout content au début. L'histoire se déroule, je vais reprendre au début, se déroule au Sénégal. Donc, elle débute à Dakar, où vous êtes né d'ailleurs. Un jeune inspecteur, Gabriel Latyr Faye, vient de réussir une enquête. 2 ans d'investigation, d'infiltration, avec beaucoup de sacrifices, parce que quand on est infiltré, on vit une vie parallèle et c'est pas facile, dans une organisation criminelle spécialisée dans le trafic international de cocaïne. Donc, il a arrêté ce jeune inspecteur Ibrahim Diallo, dit l'Italien, qui affiche une morgue qui ne présage rien de bon face à ce policier et qui nous donne à penser que son incarcération n'est pas gagnée. Tout part de là. Tout à fait, tout part de là. Et c'était le moyen par lequel j'ai voulu aussi définir mon personnage comme l'intégrité même, en fait. C'est-à-dire qu'il va se voir contraindre par sa hiérarchie, va essayer de le contraindre à libérer le trafiquant qu'il vient de prendre dans ses filets, en flagrant délit notamment. Et lui, il va refuser. Il va refuser 1 fois, 2 fois. Et quand il va se voir proposer, disons plutôt, on va lui dire, bon, on peut te promouvoir, on peut t'offrir ta promotion, malgré cette libération, parce qu'on reconnaît ta valeur, tu as fait du bon travail. Il va refuser. Voilà, c'est jusque-là qu'il pousse l'honnêteté et l'intégrité. Et pour le mettre au placard, finalement, sa hiérarchie va l'amener en Casamance, un territoire qu'il ne connaît pas. Et c'est une manière aussi de se débarrasser d'un flic gênant. Et il va arriver en Casamance, effectivement, qu'il ne connaît pas. Alors déjà, sur le bateau, pour arriver là-bas, il va faire une rencontre qui est essentielle, parce que c'est un autre personnage du roman que vous nous faites rencontrer. Vous nous en dites un mot? Oui, il va rencontrer une jeune femme, Agen, qui est journaliste, et qui a aussi en elle cette fibre de justice et qui veut faire éclater la vérité sur la Casamance, parce que la Casamance, c'est quand même un territoire qui a connu une histoire récente douloureuse, mais qui est tabou, sur laquelle peu de gens osent parler. Et elle a ce courage de parler. Et c'est ce courage-là qui, quelque part, la définit. Mais on verra plus loin qu'au-delà de ça, il y a un attachement fort à sa terre, et notamment qui se traduit par un attachement aux racines autant culturelles que mystiques de la Casamance. Donc, alors, il y a des choses quand même assez mystérieuses. Avant même qu'il parte en Casamance, il est fiancé. Et alors, c'est bizarre parce qu'il ne se porte pas bien, en fait. Absolument. Il ne se porte pas bien, surtout quand il a mangé les déjeuners qui lui ont été proposés par sa fiancée. Il ne va pas bien du tout. Hein? Non, ce sont des choses qui malheureusement peuvent arriver chez nous. C'est par exemple lorsque l'on trouve que l'homme met trop de temps à se décider pour le mariage, des fois on veut le contraindre un peu par des méthodes de filtre d'amour, on va dire, qui des fois, quand le dosage est mal fait, peuvent avoir des conséquences assez désastreuses. Donc voilà. Et heureusement, il a un remède. Oui, c'est un remède. Et bon, je ne vais pas aller plus loin, mais ce n'est pas pour rien que j'ai placé cette petite... ce petit élément dans l'histoire. Attendez, vous m'intriguez là. Vous n'êtes pas pour rien. Donc ça veut dire que vous le connaissez, ce remède? Vous l'avez? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce remède aura son importance, pas seulement au début, mais voilà. Oui, je ne vais pas trop en dire non plus. Ah non. De toute façon, il ne va pas falloir raconter l'histoire. C'est toujours la difficulté avec les romans noirs et avec les polars. Il faut à la fois en parler, mais... alors on peut quand même dire que il y a donc Lagen, cette jeune femme qui est très courageuse aussi, journaliste, qui elle, par exemple, va s'adresser à travers son journal
c'est le ministre, président. Le ministre de l'Intérieur, qui est le candidat favori pour devenir être président. La présidence. Voilà. Elle lui écrit, elle est très courageuse. Alors, elle est encore très respectueuse quand même. Hein. Elle n'est pas du tout, insultante, etc. Mais elle lui demande quand même de regarder un petit peu ce qui se passe en Casamance et que ça ne va pas, quoi. Oui, elle est inquiète à juste titre de la proximité entre le ministre de l'Intérieur et un homme d'affaires colombien, voilà, qui se présente comme un philanthrope, qui se présente comme quelqu'un qui est là pour aider, par exemple, des pêcheurs, etc., qui met en place des sociétés que Hagen soupçonne être des sociétés écrans, parce qu'en fait, il s'avère qu'elle a enquêté sur cet homme d'affaires, et c'est un ancien trafiquant colombien, un ancien trafiquant de cocaïne qui avait été emprisonné dans son pays. Et donc, ce détail la trouble, et elle se dit, la poudre blanche, là où la poudre à canon a déjà tué, c'était un très mauvais ménage. Et elle tient quand même à sa région, la Casamance, et elle ne veut pas qu'elle s'enlise de nouveau dans un conflit qui serait encore plus sanglant. Alors, la Casamance, il faut quand même en dire un mot. C'est une région en guerre, en fait, parce qu'il y a des rebelles. Ont-ils des motivations vraiment... Ils ont des... Bon, au départ, c'était des irrédentistes. Ils réclamaient l'indépendance de la Casamance vis-à-vis du Sénégal, à cause de divers griefs légitimes, au départ, que la population avait vis-à-vis de l'administration sénégalaise, qui s'est rendue notamment complice de spoliation foncière. Mais petit à petit, les rebelles se sont rendus coupables d'exactions vis-à-vis de la population, ne serait-ce d'abord que pour des raisons de survie, parce que quand on est dans le maquis, dans la forêt, qu'on n'a pas de ressources, les ressources, on les trouve en allant voler du riz, voire faire des braquages tout simplement, et qui ont leur lot de morts, de tortures. Et bon, tout cela s'est fait avec beaucoup de en tout cas, a entraîné beaucoup de lassitude auprès des populations, qui subissaient également une pression assez conséquente de la part de l'armée, qui aussi a fait des exactions. On peut s'étonner quand même, trafic de cocaïne dans un pays où les gens n'ont pas les moyens de se fournir en cocaïne. En fait, jusqu'à assez récemment, l'Afrique de l'Ouest est constituée... Bon, je crois que jusqu'à présent, c'est principalement un point de transit pour la cocaïne. C'est-à-dire que les Colombiens, les cartels colombiens, comme ils sont concurrencés par les Mexicains qui sont juste à côté, en dessous des États-Unis, comme les États-Unis étaient leur principale cible, maintenant que les États-Unis les Mexicains se sont accaparés le marché américain, ils ont jeté leur dévolu sur le marché européen. Et pour brouiller les pistes, ils contournent, ils passent par l'Afrique de l'Ouest, qui est beaucoup moins surveillée, où on peut corrompre plus facilement les douaniers, par exemple. Et puis, voilà, c'est une manière... l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone de transit pour arriver en Europe. Alors, on rencontre donc ces rebelles, des rebelles. On rencontre aussi des coupeurs de route. Alors, je grappille comme ça, pour ne pas vous raconter l'histoire. Mais on rencontre des coupeurs de route qui, a priori, paraissent un peu comme étant des bandits. Mais dans votre livre, il y en a qui vont nous devenir très sympathiques. Alors, ce sont les chasseurs. Ah, les chasseurs. Ah oui, pardon. Les coupeurs de route, ce sont des brigands, en fait, qui profitent de la situation instable en Casamance. En fait, en Casamance, il y a vraiment de la confusion, dans la mesure où on considère que... On pourrait avoir l'impression, quand on y va, que ça s'est calmé, qu'il n'y a plus de conflit. Mais officiellement, les rebelles n'ont pas déposé les armes. Ce qui fait qu'il y a des zones qui sont encore assez dangereuses pour les civils. Et il y a des brigands qui ne sont pas rebelles, mais qui profitent de la situation pour se faire passer pour des rebelles et donc racketter les populations et
notamment faire des braquages sur les routes, des braquages qui ont aussi leur lot d'exactions, qui amènent leur lot d'exactions. Et j'ai introduit les chasseurs, donc c'est une sorte de milice en fait. Ce sont des personnes qui elles, sont motivées par... ce sont des justiciers. Leur seule motivation, c'est de faire en sorte que les populations soient tranquilles, aussi bien qu'elles ne soient pas agressées par les militaires que par les rebelles, qu'ils considèrent tous deux comme pareil, en fait, en termes de nuisance pour les populations civiles. Et donc, ce sont... Donc là, leurs premières actions... La première action par laquelle je vais les introduire, c'est justement dans leur confrontation avec des coupeurs de route qu'ils vont tout simplement tuer. En fait. Parce qu'ils ce sont vraiment des justiciers et ils n'hésitent pas à tuer de sang-froid et d'une manière assez spectaculaire d'ailleurs. Oui, on ne dira pas comment, oui, mais finalement, ces chasseurs, ils nous deviennent quand même un peu sympathiques. Alors, il va se passer plein de choses. Il y a un moment aussi où on va découvrir le grand-père de la gaine, de la jeune femme, voilà, qui est un guérisseur, qui est un personnage incroyable. On a l'impression que... Enfin, il y a une histoire de... On peut le dire, ça ? De guépards, d'abeilles. De toute façon, c'est sur la couverture, en fait. Donc, oui, c'est vrai. De guépards, d'abeilles. Oui. Il y a des animaux qui ont un rôle assez important. Ils n'apparaissent pas énormément, mais qui s'imbriquent finalement assez naturellement dans l'histoire. Et le grand-père d'Hagen, c'est un peu il représente la sagesse. La sagesse qui est dans la tradition authentique. Et il est aussi... il joue ce rôle de mentor, quelque part, pour Hagen, mais pas seulement Hagen, mais pour Latyr, le personnage principal, celui avec qui commence l'histoire, Hagen et Linkin, qui justement se trouve être le chef des chasseurs dont je parlais tout à l'heure. Il aura un rôle assez important. Et puis, la fameuse panthère que vous voyez sur la couverture, qui a été bien faite. Elle est belle, hein ? Voilà. Et elle est un peu liée à ce personnage. Et bon, j'en dirai pas beaucoup plus. Ah non, il ne faut pas en dire plus. Bon, on va s'arrêter là parce que on vous a peut-être donné envie de le lire. J'espère qu'on vous a donné envie de le lire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et les personnages sont très attachants, ce que j'aime beaucoup dans un livre. Vous avez... Alors, c'est votre premier roman. Vous avez... Ça y est, vous allez continuer ? Je crois qu'il a eu déjà un très bel accueil. Hein. Oui, je pense, de ce que j'ai pu voir, oui. Et oui, je compte continuer, effectivement. À bientôt, alors. Merci. On va à présent dialoguer avec Benjamin Dierstein pour ce gros livre bleu, blanc, rouge. Ça vous dit quelque chose, peut-être bleu, blanc, rouge, aux éditions Flammarion. Alors là, les personnages sont pas trop attachants, mais on en parlera tout à l'heure. Mais comme tu as terminé là-dessus. Bon, Benjamin, vous êtes né à Lannion, en Côte-d'Armor. Votre univers d'enfant, paraît-il, c'est les bars PMU et puis les cités HLM. Alors voilà. Mais après, vous faites des études de cinéma, vous pratiquez plein de métiers. On dirait la biographie d'un écrivain de polar américain. Ouvrier sur une chaîne de montage automobile, formateur radio, tourneur. Bon, vous travaillez actuellement toujours dans le milieu de la musique, puisque la musique électronique, surtout, vous dirigez un label de musique électronique breton, Tripalium Corp, et vous vivez près de Rennes. C'est juste tout ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et alors, votre parcours d'écrivain, ça commence avec l'écriture de scénarios, avant de prendre la forme romanesque, et vous êtes fait connaître par et immédiatement, avec le premier bouquin, par une première série de 3 polars, surtitrée Écho des années grises, où on trouve La sirène qui fume, La défaite des idoles et La cour des mirages. Les 3, on les trouve dans la collection de poche Point, donc on peut aller les lire. Il y a un roman indépendant qui s'appelle Un dernier ballon pour la route,
qui a l'air assez loufoque. Très différent des autres, ouais. Très différent des autres. Les autres sont très premier degré, celui-là c'est 10e, voire 15e. Voilà, on a l'air de partir sur les routes, très aviné. Très abîmé, voilà. Et aussi une participation au recueil de nouvelles Reine Noire, ou Noir Futur, ou Nos Futurs, selon la manière dont on lit le titre aux éditions Goater. Et ce Bleu, Blanc, Rouge est sorti en février aux éditions Flammarion. C'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Quand vous commencez quelque chose, ça fait plus de 1000 pages. C'est 800. Ouais, 800. Ah oui. Ouais, pardon, moins de 1000 pages. En ressenti, bon, ça fait 1000 alors. En ressenti, c'est 1000. Ah, c'est pas très vendeur, non, ça. C'est celui d'après où ça se lit vite, non, mais je dis ça parce que, comme on en a lu beaucoup pour le... Non, parce qu'à la fin de la journée, j'en ai 3 qui dépassent le kilo, de toute façon, là. Donc c'est pour ça. Alors là, c'est difficile de résumer un tel foisonnement romanesque. On est dans la France des années 78 à partir de là, mais on va démarrer. C'est-à-dire quand même 5 ans après votre naissance, on se demande un peu ce qui... 5 ans avant. Avant 5 ans avant, pas après, avant. Et donc, bon, c'est évidemment un univers que vous ne connaissez pas forcément. Juste peut-être, on va démarrer avec ça, parce qu'on a parlé de la couverture et du joli guépard qu'il y a là. Là, sur la couverture, on a Giscard, on a Bokassa, on a Jacques Messrine et on a Alain Delon. Alors déjà, de les associer, c'est un peu étonnant. Et en même temps, tous ces personnages-là, avec des dizaines d'autres, on les retrouve dans le livre, mais c'est un peu une sorte de condensé de cet univers. C'est-à-dire qu'on est dans le monde politique, on est dans le monde du show business, dans le monde des stars, on est dans le monde du banditisme, de la guérilla, on est dans les rapports entre la France et l'Afrique, et c'est pas joli. On connaît avec Giscard, hein. Mais et on est aussi dans un univers qui est celui de la nuit. Alors, moi, ce qui m'interpelle au départ, c'est cette intrigue complexe qui vous porte, parce que je me dis, pour mener une telle intrigue avec autant de personnages dans une époque hyper compliquée, qu'il faut vraiment comprendre, il faut déjà saisir qui est qui fait quoi, il y a plein de trucs secrets, donc faut vraiment s'accrocher. Mais après, c'est un polar, c'est un thriller, donc on est pris par le truc. Mais voilà, comment un univers comme ça se construit, et comment vous infiltrez en quelque sorte dans ces espèces d'interstices que vous trouvez dans l'histoire et dans l'histoire politique? C'est beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Je me suis fait une bonne grosse biblio avant d'attaquer la rédaction, environ 200 références, que j'ai un peu galéré à trouver pour certains, parce qu'il y avait pas mal de bouquins qui étaient édités dans les années 70 et qui n'ont jamais été réédités après. Donc pas mal de témoignages de flics, de témoignages de voyous, de témoignages de gens qui bossaient dans la politique. Et donc voilà, qui parlait de plein d'affaires différentes. Donc, mon idée, moi, c'était en gros de parler d'une période de la France et d'essayer de traiter plusieurs affaires différentes qui n'étaient pas forcément, qui pourraient paraître pas forcément cohérentes entre elles. Enfin, je parle d'Action Directe, je parle de Mérine, je parle des diamants de Bokassa, de l'invasion du Centrafrique par les Français, je parle du Tchad, de la Libye. Du monde de la nuit, du palace, de la disco, etc. Bon, et plein d'autres choses encore, de Robert Boulin. Sur en gros plein de choses qui se sont passées entre 78 et 79. Et après, bon, j'ai essayé de construire des fils rouges autour de tout ça. L'idée, c'était vraiment de parler de ces affaires-là. Et après, voilà, j'ai essayé de développer des fils rouges autour de ça. Mais la documentation, c'était voilà, le matériau de base sur lequel est venu se greffer ensuite la fiction. Alors la fiction, c'est des personnages que vous inventez. Alors quand on connaît pas tout, on ne sait pas qui est un personnage ou qui est une personne qui a vraiment existé. Des fois, on se dit, bah oui, un tel, je me souviens de son nom, alors en fait, pas du tout. Ou alors, tel, il a l'air tellement crédible qu'on a l'impression qu'effectivement, il a existé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est dans une certaine ambiguïté. Mais bon, en gros, il y a peut-être 4 personnages, je sais pas, qu'on pourrait un peu sortir.
5. Marco Paolini et Jackie Linard, qui sont 2 jeunes inspecteurs tout neufs, quoi, de l'école de police, qui ne s'aiment pas vraiment, qui ne se comprennent pas vraiment. Il y a le brigadier Jean-Louis Gourvenet, qui est plus ancien, qui est traumatisé par la mort. Alors, en fait, le livre commence en mai 68. C'est un prélude. Donc, il est traumatisé par la mort d'un collègue qui a eu lieu en mai 68. Il y a un mercenaire, Robert Vautier, qui revient en France après de nombreuses années passées en exil, en Afrique, à trafiquer. Et puis, quand il revient en France, il veut continuer à trafiquer. Et puis, voilà, il rêve de régner sur la nuit parisienne. Et puis, j'ai dit peut-être 5, parce qu'il y a aussi un personnage féminin qui apparaît comme ça au début, de manière presque anecdotique, et qui finalement prend de l'importance, qui est Fanfan. Oui, c'est ça. Et voilà, donc vous vous appuyez sur ces personnages de fiction pour construire quelque chose, pour relier des événements qui sont disparates, dont certains effectivement sont reliés, mais du coup on se prend à douter. On se dit, mais tel truc et tel truc, ça n'a pas l'air crédible, mais au fond, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose Vous avez fait des vraies découvertes, peut-être. Est-ce que la fiction a permis de dévoiler certains trucs, de révéler certaines choses, en fait? Tout ce dont je parle, c'est des choses qui ont déjà été dites avant, soit dans la presse à l'époque, soit dans les bouquins que j'ai lus. Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément des choses qui ont été recoupées, parce qu'il y a juste des témoignages qui existent que via une personne. Donc après, j'ai essayé de faire un travail aussi de vérification de ce que ça racontait. Et de toute façon, j'ai tout fictionnalisé, donc il n'y a pas de volonté à décrire des choses qui se seraient passées comme ça. J'annonce la couleur, ça ne s'est pas forcément passé comme ça, mais ça serait intéressant si ça s'était passé comme ça. Donc, déjà qu'on est parano, alors là on est encore plus, hein, je peux vous avertir. Donc à chacun de trouver un peu la part de vérité dans l'objet final. Après, la plupart des personnages réels sont pour le coup très caricaturés. Et la plupart des personnages que j'ai inventés sont plus des personnages dramatiques, qui ont leur propre trajectoire de vie, qui souffrent. Donc ils sont assez faciles à différencier, parce que dès qu'on tombe sur Giscard ou Pierre Goldman ou Delon ou tout ça, j'ai vraiment utilisé tout ce dont je me suis documenté à partir d'eux, la manière dont ils formulaient les choses et tout ça, et j'ai vraiment repris leur manière de parler exactement, en recontextualisant dans des scènes précises. Et du coup, elles deviennent presque absurdes, ces scènes. Oui, voilà, c'était l'idée. C'était l'idée de faire des petits sketchs. Ça devient caricatural alors que c'est leur vraie vie, quoi, en fait. C'est ça. Par exemple, transcription d'écoute, confidentielle décembre, dimanche 4 février 1979. C'est une conversation entre Omar Bongo au Gabon et puis son homme de main, on va dire. Où il est, ce crétin? Robert Luong, monsieur? Non, Claude François. Claude François est mort, monsieur. Mais oui, Robert Luong, bien sûr, Robert Luong. On l'a expulsé du Gabon, monsieur, comme vous nous l'avez demandé. Et vous avez trouvé une bonne excuse? On l'a inculpé de fraude fiscale, attentat à la pudeur et trafic de drogue. Vous aviez des preuves? Aucune. Surtout, ne le tuez pas. Ma femme ferait un scandale. Parce que bon, l'histoire, c'est qu'on a trouvé une petite intrigue sentimentale entre la femme du président du Gabon et puis ce Robert Luong. Donc, il y a enlèvement, les services secrets français qui sont dans le coup, on essaie de le tuer, mais en fait, il ne faut pas le tuer. Enfin, il y a plein d'affaires comme ça, rocambolesques, mais qui sont en fait des affaires réelles. Ça doit être très excitant comme romancier, en tant que romancier, de découvrir des trucs comme ça. Ouais, bah pour le coup, Boulin, Mérine ou Action Directe, tout ce que je citais tout à l'heure, ça c'est des trucs très connus qui ont largement été documentés depuis, dont on parle encore aujourd'hui assez souvent. Mais c'est vrai que Robert Luong, ça c'est un truc dont on parle plus du tout. À l'époque, ça avait légèrement défrayé la chronique, on en a parlé un peu dans quelques bouquins, mais c'était l'amant de Marie-Jo Bongo, qui était la femme d'Omar Bongo, parce que c'était une femme qui venait souvent à Paris, traîner dans les boîtes de nuit, donc on la voit un peu aussi dans les boîtes qui avaient plusieurs amants, et notamment ce peintre Robert Luong qui a fini par se faire assassiner par le SAC. Oui, ça a quand même fini mal pour lui. Il y a aussi les scènes de nuit où, en fait, on rentre au bain-douche, par exemple, et puis alors là, tout le monde se croise. Il y a les hommes politiques, il y a
les trafiquants, il y a le show business. En fait, on a l'impression que c'est une sorte de condensé de ce qui représente l'époque et de ce qu'il y a dans votre livre. Ouais, c'était l'idée. J'avais envie de parler de la nuit pour aussi donner un ton plus léger à une partie du roman, parce que il y a comme une grosse partie du bouquin qui est centrée sur le fil rouge, qui est la traque d'un marchand d'armes, d'un trafiquant d'armes qui le fameux Geronimo. Voilà, qui vend des armes à plusieurs groupuscules révolutionnaires ou terroristes. Et voilà, ça c'est vraiment le fil rouge. Et à côté, j'ai essayé de mettre on va dire des petits sketchs comme ça avec des personnages réels comme Omar Bongo et tout ça pour donner un ton plus léger et parler de la nuit aussi. Alors ça parle d'une boîte que j'ai inventée, mais j'avais envie de parler en fait des bains-douches, du Palace, de chez Régine, de Castel, etc. Et donc j'ai essayé d'inventer une boîte qui pouvait ressembler à un peu tout ça. Et voilà, c'était pour donner aussi pour pouvoir parler d'autres choses, pas que être dans cette intrigue de polar et tout ça, et donner un ton plus léger, parce que bon, la nuit ça m'intéresse, parce que j'ai bossé pas mal dedans. Donc c'était aussi, voilà, moi c'est des choses qui me parlent. Et ils prenaient tous de la cocaïne fournie par les trafiquants Naturellement. Macodou. En tout cas, on a l'impression que ces années-là ont effectivement servi d'acte de naissance de plein de trucs qui sont déroulés par la suite, quoi. Y compris évidemment dans l'action politique, mais aussi dans les manœuvres politiques, comment finalement on gère l'arrivée de Mitterrand, en se disant l'arrivée de Mitterrand, ça va permettre peut-être de mettre dehors certaines personnes, mais après, Mitterrand, il n'aime pas les flics, donc peut-être que... il y a de discussions comme ça, ça se fait au fur et à mesure de toutes ces pages, mais voilà, il y a des trucs qu'on comprend grâce au roman, c'est ça qui est bien, parce que cette époque-là est quand même pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de choses différentes à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses. J'ai essayé effectivement de rapprocher un peu des événements qu'on rapproche pas forcément. Et par exemple, rapprocher de Mérine et l'extrême gauche, c'est pas forcément un truc évident. Enfin, c'est un truc dont on parle assez facilement, mais dont on n'a jamais vraiment parlé, quel était vraiment le lien là-dessus. Il n'y a pas tant que ça de documentation notamment là-dessus. Il y a un bouquin notamment de Charlie Bauer qui était son très bon pote à Mérine et qui était dans l'extrême gauche. Donc il y a quelques petits trucs. Voilà, j'ai essayé de faire des liens entre chaque chose, parce qu'en vrai ces liens ils existent entre pas mal de choses, ouais, c'est sûr. Moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter, d'écrire ce livre comme ça, qui est très différent des autres apparemment aussi? Ouais, il est plus léger, on va dire. Enfin, il reste très noir, mais il y a beaucoup plus de touches d'humour, Ouais. contrairement à ma trilogie précédente, qui était pour le coup très premier degré. Donc j'avais envie d'écrire un truc un peu vintage, un peu jubilatoire à la Scorsese, quoi. Une sorte de casino en mode Giscard, quoi. Voilà. En mode À la boule. alors. Voilà. Alors juste quand même, il y a un truc génial, c'est la dispute entre deux mecs qui font une planque et qui se disputent entre savoir si c'est Belmondo ou Alain Delon qui sont les meilleurs acteurs, et ils s'envoient des insultes, ils les traitent de tous les noms, et c'est extrêmement drôle. Et en fait, c'est compris. Enfin, je veux dire, on entend ça parce que c'est aussi deux mondes différents. C'est aussi d'un côté le Alain Delon qu'on connaît, qui est quand même, voilà, on a bien vu à sa mort qu'il avait des caches d'armes dans sa résidence hyper riche. Et puis Bebel, qui est le côté plus prolo. Et ça, je trouve qu'avec des petites scènes comme ça, c'est aussi toute une époque qui est restituée, quoi. Ouais, c'était l'idée de déjà de traiter le fond du sujet, qui était toutes ces affaires, de parler de voyous, d'extrême gauche révolutionnaire, du SAC, de la France-Afrique, etc. Mais aussi de donner vachement d'importance à toutes ces petites choses. Et donc j'ai beaucoup fouillé, en fait. J'ai fait autant de recherches sur la partie vraiment affaires, histoire avec un grand H, que sur la vie quotidienne de l'époque. Et puis moi, c'est des choses qui me parlent un peu, parce que j'étais pas né en 78, mais je suis né en 83, et mine de rien...
les choses qui existaient en 78, elles étaient encore là un peu dans les années 80. C'était les mêmes présentateurs télé, on mangeait les mêmes choses, on s'habillait pareil. Donc j'ai un petit côté Madeleine de Proust aussi, mine de rien, quand j'ai fait mes recherches là-dessus. Et voilà, j'ai regardé pas mal de reportages qu'on trouve par exemple sur l'INA et tout ça pour voir un peu... voilà, comment les gens ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils bouffaient, qu'est-ce qu'ils regardaient à la télé, c'était quoi les pubs. Donc il y a plein de petites références comme ça qui, j'espère, peuvent être assez des petites friandises pour les gens qui ont connu cette époque-là et qui se rappellent des trucs. Ah oui, le tang. Voilà, ah oui, le tang. Oh, le tang, la poudre là qu'on mettait dans de l'eau. Ouais. Je me souviens. Et quand on trouvait ça drôlement bon. Il paraît que c'était très mauvais. Moi j'adorais pour la santé. Ça a été interdit moi, après. Ça bon aussi. Ça a été interdit après. Bon, mais j'ai rêvé ou vous avez eu un prix dernièrement? Un prix, j'ai eu le prix Landerneau, oui. Polar, Ouais. et le prix Polar en série à Quai du Polar. Voilà. Bon. Merci Maët. De Oui, rien. non, mais c'est De bien. rien. À ton service. Non, mais... Alors maintenant, nous allons découvrir le livre de Johanna Gustafsson, qui n'a absolument pas besoin de traduction, pour une bonne raison, c'est que Johanna est née à Marseille. Oh, l'imposture du siècle. Mais si elle porte un nom comme ça, il y a une raison. Il y a une raison, oui. Donc, je suis née à Marseille, mais ça fait bien 20 ans que je suis mariée à un Suédois. Et je donc pratique la Suède et la culture suédoise, qui n'a évidemment rien à voir avec ma culture méridionale, depuis plus de 20 ans. Et je vis dans l'archipel de Stockholm, donc sur une île qui s'appelle l'île de Lidingö. Voilà. Et vous avez gardé une pointe d'accent marseillais. Ah oui, j'en suis fière. Hein. C'est comme la terre à mes souliers. J'ai besoin de ça dans ce grand nord. Alors, vous êtes reconnu pour vos thrillers, vos romans policiers, souvent avec une dimension historique marquée. Vous êtes diplômé de sciences politiques. Vous êtes donc marié à un Suédois, un viking. Un viking, c'est comme ça qu'il appelle dans ma famille, le viking, c'est vrai. Viking. Et vous avez débuté comme journaliste pour la télévision et la presse française avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Et puis, donc, vous vivez là-bas, de cette île. Comment on prononce Lidingö? Lidingö. Lidingö. Ça s'écrit Lidingö. Oui, mais c'est ça. Et qui est rattaché à la ville de Stockholm, juste par un pont, en fait. Hein. Moi, j'aime bien les polars comme ça, qui nous emmènent, comme celui de Makodou aussi, qui nous font entrer dans une autre culture, dans d'autres histoires, qui nous font voyager, en fait, des polars du monde. Voilà, c'est intéressant pour ça. Et là, les morsures... Les morsures du silence vous aviez déjà reçu le prix Polar des lecteurs du livre de poche en 2024 et pour celui-ci, je ne sais pas, vous avez reçu le prix des maisons de la presse tout dernièrement, hein, un prix qui vous a été remis par un autre écrivain qui s'appelle Franck Tilliez, que beaucoup de gens connaissent, qui était président du jury. Et il écrit ceci, je ne vais pas m'embêter à faire une critique, alors que moi je ne suis pas critique littéraire, et que lui, il dit quelque chose d'intéressant. Une enquête riche, tortueuse, minutieusement construite dans une atmosphère glaçante, qui vous entraîne dans les méandres d'une intrigue palpitante portée par des personnages d'une rare profondeur. Le tout se déroule dans une Suède envoûtante, au paysage somptueux, mais empreint d'une inquiétante étrangeté, a-t-il poursuivi. Voilà, une beauté presque hypnotique qui accentue l'intensité dramatique de l'enquête. On en sort secoué, troublé, mais avec l'irrésistible envie d'y replonger. C'est un très, très joli compliment. Alors, on va rentrer dans l'histoire. Les morsures du silence se passent sur l'île dans laquelle vous habitez. Un adolescent est retrouvé assassiné, vêtu d'une robe blanche et coiffé d'une couronne de bougies dans le costume traditionnel de la Sainte Lucie. C'est un meurtre sur lequel va enquêter le commissaire Alexander Storm, mais à ses côtés, il y a une Française. Et oui, il fallait la française, n'est-ce pas? Maya Rennes, qui est une policière française qui a épousé un Suédois, elle aussi, mais qui là est revenue en Suède après un drame familial que l'on va découvrir au cours de l'histoire. Donc je vais pas en parler maintenant. Ça commence par une scène très violente qui se déroule dans une école, où une femme va arriver. Expliquer.
Oui, ben en fait, je vis dans le nord de l'île. Le quartier s'appelle Sticklinge et cette école, c'est la raison pour laquelle on a choisi en fait cette île. La Suède est réputée pour ses écoles, l'enseignement gratuit, et cette école était une école apparemment extraordinaire. Donc bon, et donc quand j'arrive pour visiter cette école-là, je me rends compte, et pourtant ça faisait 20 ans que je venais en Suède, mais en tant que touriste, on ne regarde jamais de la même manière. Et je me rends compte que l'école primaire, donc, puisque j'ai 3 fils qui sont encore à cet âge-là, n'a aucun grillage, aucun portail. Cette école est complètement ouverte et elle ouvre sur la forêt qui est derrière, donc dans le nord de l'île. Et donc je me dis, mais comment ça se passe ici? Enfin, je veux dire, comment on sait que mes enfants, enfin que c'est bien moi qui vais venir chercher mes enfants, que mes enfants. Donc j'ai été très troublée par la chose. C'est parti de là. C'est parti de là. Et donc, évidemment, je veux dire, avec mon imagination, j'ai imaginé le pire. et je m'en suis servie comme socle du début de l'histoire. Voilà. Et donc, il y a une femme qui va rentrer dans cette école, qui va prendre une classe en otage avec le professeur, et parce que c'est lié à une histoire déjà passée. On peut le dire là, parce qu'on est au début du roman. Le dire. On est au début du roman, donc c'est bon. Oui, on est en fait cette histoire, ce début d'histoire, c'est lié, en fait, on se retrouve avec la mère d'une victime, enfin d'une victime. Pour elle, c'est une victime. Oui. Son fils a été victime d'une erreur judiciaire. Son fils a été accusé 24 ans plus tôt d'un viol et d'un meurtre. Et il a été emprisonné pendant 25 ans, mais il a passé, 23 ans, mais il a passé 23 ans à clamer son innocence jusqu'au moment où il s'est suicidé. Et cette mère, alors qu'il allait sortir. Alors qu'il allait sortir. Et donc cette mère, pour des raisons que je n'évoquerai pas, il y a plein de choses derrière, mais vient prendre cette classe en otage. Et donc évidemment cela va raviver, rouvrir pour d'autres raisons cette histoire-là qui a secoué l'île 23 ans plus tôt. Alors c'est pareil, c'est une histoire qu'il est difficile de raconter parce qu'il y a d'abord il y a plein de rebondissements. Alors on va s'intéresser un tout petit peu aux personnages comme ça. Le commissaire Alexander Storm est marié. Sa femme est adjointe, elle est chargée de communication, c'est ça, tout à fait, oui. De la maire de la ville. Voilà, et c'est un personnage plutôt sympathique, ce commissaire. Et comment se passe la connaissance qu'ils vont avoir l'un de l'autre entre Maya et le commissaire Storm? Oui, donc Maya, c'est un peu, en fait, donc Maya Rennes est donc la commissaire française, et c'est un peu je dirais que c'est pas ma caution française, mais ça a été un petit peu la joie de ce roman-là. Parce que c'est vrai que j'ai pratiqué la Suède pendant 20 ans, mais vivre dans un endroit, ça n'a rien à voir avec le fait de venir pour des vacances et d'y emmener mes enfants. Et donc, en arrivant sur cette île, l'île de Lidingö, j'ai été très très surprise parce que ça a été très 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 dur de m'intégrer. Voilà, donc j'ai eu énormément de mal à lier des liens, à créer des liens avec les gens de l'île qui, pourtant je comprends le suédois, je ne le parle pas très bien, mais je le comprends. Et ça a été extrêmement difficile et je me suis retrouvée face à des barrières très douloureuses. Et c'est un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ne parles pas de cette intégration-là? Parce qu'on connaît la Suède d'une certaine manière. Toi, tu vis, puis en plus, je veux dire, dans un archipel, sur une île, enfin, il y a quelque chose, je suis méridionale, c'est vraiment l'alliance du feu, et je ne sais pas si on peut appeler ça une alliance, mais c'est le feu et la glace. Et donc, c'est vrai que finalement, j'ai mis dans le personnage de Maya toutes mes frustrations, mes questions, et disons que pour moi, ça a été ce personnage qui a été là avant tout, avant qu'Alexander arrive. Et Alexander qui est un petit peu, je dirais, qui symbolise
l'homme et le père suédois dans toute cette parité qui existe. Ce n'est pas un mythe en Suède, parce que ça pour le coup. Et donc voilà, donc ça c'était important pour moi de le représenter, enfin de représenter comment la société fonctionne, voilà, comment cette parité fonctionne, quelle est la place des femmes. Donc parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des rôles pas inversés, j'aime pas ce mot-là, mais plus complémentaires ou égalitaires aussi. Et donc j'avais très envie de parler de ça, voilà aussi. Eh bien, on découvre ça, et puis on découvre aussi des traditions. La fête de la Sainte-Lucie, par exemple. Et le fait que, effectivement, que ce soit la Française qui participe à l'enquête, je pense qu'elle apporte beaucoup. Parce que comme elle ne connaît pas trop la tradition, elle va chercher à comprendre c'est quoi la fête de la Sainte-Lucie, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, on va découvrir ça, on peut en parler de bien sûr. Non, la Sainte-Lucie, moi, c'est quelque chose, j'ai vécu avant à Londres pendant 12 ans, et il y avait quelque chose qui me fascinait toujours, c'est que les Suédois ont beau être 10 millions, ce qui est vraiment, c'est la taille de Londres, quoi. Partout où ils se trouvent, ils emportent leur culture avec eux, et ils la célèbrent. La plupart de leurs rites et traditions sont païens, et là, il se trouve que la Sainte-Lucie, c'est emprunté, alors je ne vais pas m'étaler, parce que c'est vrai, ça fait partie du livre, l'explication et tout ça, mais c'est donc, comme le rite porte son nom, ou la tradition, c'est la Sainte Lucie. Donc c'était une sainte italienne. Et donc c'était ma belle-maman qui m'avait emmenée, un soir on était allés que toutes les deux dans la cathédrale de Saint-Paul pour voir le très célèbre concert de Sainte Lucie, de la Sainte Lucie, qui se passe en décembre donc. Et j'ai été émerveillée parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis retrouvée dans cette cathédrale qui est absolument, mais je veux dire, magnifique, impressionnante, où on se sent comme une fourmi. Et puis tout à coup, il y a cette musique de chœur qui s'est élevée partout, enfin, je veux dire, qui se collait au mur, qui s'élevait dans la nef. C'était magnifique. Et puis j'ai vu ces jeunes filles vêtue d'une aube blanche avec une ceinture rouge et cette couronne de vraies bougies. Alors là, c'était vraiment, là, ils ne font plus mettre que de vraies bougies qui avançaient en tenant chacune un cierge à la main. Et je me suis dit, mais c'était d'une beauté entre ça. Mais évidemment, bon, après, il y a deux autres pensées très pragmatiques qui sont arrivées. Je me suis dit, mon Dieu, mais il y en a une qui va se faire brûler les cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis la deuxième, je me suis dit, mais c'est parfait pour débuter. Enfin, il y a un drame lié à ça. D'abord dans l'histoire de Sainte-Lucie, mais vraiment là-dedans, il y a quelque chose à créer. Voilà. Et puis l'histoire se déroule effectivement aussi dans des paysages que l'on n'a pas l'habitude de connaître et qui sont très prégnants aussi dans l'histoire. Ah oui, pour moi, je dirais que la nature en Suède, c'est vraiment celle qui a été qui en fait m'a sauvée. Il y a quelque chose dans cette nature-là qui, quand je rentre en Suède, alors je dirais que c'est la nature qui me fait me sentir chez moi. Donc vraiment, c'est un personnage dans le livre. Hein. L'île, la mer évidemment, parce qu'il y a beaucoup de navettes, beaucoup de gens possèdent des snippas, des bateaux, mais aussi la forêt qui entoure l'île. Hein. Moi, tous les matins, dans ma maison, et pourtant les maisons sont assez rapprochées sur l'île, j'ai très souvent des lièvres, des daims dans mon jardin qui se cachent sous le trampoline de mes fils. Donc c'était quelque chose que je voulais faire partager parce qu'il y a une beauté absolument incroyable et une beauté qui soigne l'âme, vraiment. Alors, on a dit au début qu'il y avait, on retrouvait un adolescent tué, vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies. Ce ne sera pas le seul meurtre. Il y en aura d'autres, mais on ne va pas vous les raconter. Non. Voilà, tant pis. Vous allez rester sur votre faim. Et vous allez voir qu'on se laisse vraiment prendre par l'histoire. Et franchement, les rebondissements, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est incroyable, formidable, bravo, merci. Ça s'appelle les Morsures du silence, c'est paru chez Kalman Levy Noir. Merci. Merci. On a aussi parlé du livre de Benjamin Dierstein, Bleu, Blanc, Rouge, aux éditions Flammarion, qui ne fait que 790 pages, donc vous pouvez y aller facilement. Il y a pas mal de morts aussi.
Et puis le livre de Macodou Atolodé, paru Étincelle rebelle, paru en série noire Gallimard, qui a déjà beaucoup de succès. Il y a aussi quelques morts, des morts un peu violentes, on peut le dire, je crois. Mais il y a aussi des personnages très attachants. Voilà. Merci beaucoup. Série noire, Gallimard. Voilà, merci. On vous retrouve sur le Salon du Livre pour des dédicaces. Pour les dédicaces. Voilà. Merci et bonne soirée à tous.